Après, j'étais choqué parce que j'avais vu quand même quelques cadavres. Forcément, dans la question de la motivation, tu te dis qu'est-ce que je fous là, quoi, parce qu'il n'est pas mort d'une erreur technique. Tu vois, si tu vois qu'il est mort d'une erreur technique, tu dis oula, il faut faire attention, quoi. Et là, il est là. En fait, j'étais deuxième, j'étais derrière mon Sherpa, puis le Sherpa, à un moment donné, il change sa frontale, il met une nouvelle pile, ça marche pas, et puis il me dit Jérôme, passe devant. Et donc, je suis arrivé le premier de notre petit train là, au sommet de l'Everest. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Que se passerait-il si nous écoutions nos rêves d'enfants ? Si nous laissions la place à ce qui nous faisait vibrer avant que nous ne devenions des adultes ? Si nous faisions sauter ces barrières de grandes personnes que l'on érige soi-même et qui viennent brider notre imagination ? Jérôme, lui, a écouté ses rêves d'enfant. Ses rêves de sommets enneigés et d'aventures lointaines dans des paysages d'exception. Ce sont ces rêves qui l'ont amené jusqu'au plus haut sommet de chaque continent, puis au pôle Nord et au pôle Sud. Une aventure de plus de 15 ans qu'il a façonnée en tant qu'homme et qui a changé son regard sur la suite qu'il compte donner à ses expéditions. Allez, on part avec Jérôme en haute altitude. N'oubliez pas votre oxygène. Excellente écoute à vous les frappés. Fabuleux. Eh bien, écoute, Jérôme, un grand merci de t'être rendu disponible. Absolument ravi de te recevoir à nouveau sur le podcast, cette fois en solo, puisque la dernière fois, c'était avec Pierre Legendre. On avait fait un super épisode croisé mer et montagne, absolument fascinant. Allez l'écouter, le lien est en description, si vous l'avez raté. Et à l'époque, on avait évoqué forcément certains de tes projets, Jérôme, mais bon, comme vous étiez deux, on n'avait peut-être pas pu autant rentrer en détail que lors d'un échange en solo. Donc moi, je suis très très content que tu reviennes cette fois-ci pour qu'on puisse vraiment vraiment parler de tes aventures. Merci Loïc de me recevoir à nouveau, hein, donc avec grand plaisir pour faire un focus cette fois-ci sur tout ce qui est montagne et zone polaire, et puis il y aura sûrement un clin d'œil aussi à la voile, et notamment avec le nouveau projet que je prépare où je compte utiliser le vent pour avancer. Excellent. Jérôme, moi je parle souvent de toi, enfin en tout cas récemment, tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont découvert le podcast qui me demandaient mais alors c'est quoi le prochain épisode que tu fais, et donc voilà, en sachant que ça allait susciter des questions, je leur dis bah là j'ai quelqu'un qui arrive, on va parler de l'Explorer Grand Slam. Ils me disent de quoi? Et donc à chaque fois je leur explique bah voilà, c'est l'Explorer Grand Slam, c'est ça, c'est faire le sommet le plus haut de chaque continent, le pôle Nord, le pôle Sud, et généralement les gens sont, tu vois, immédiatement ils accrochent, quoi. C'est ah bon, mais comment c'est possible, mais combien de temps ça prend? Donc je sais que ça suscite systématiquement beaucoup de questions. Donc ce que la première question pour toi, c'est voilà, là, je l'ai évoqué très rapidement en quoi ça consiste, mais comment est-ce que toi tu as découvert l'Explorer Grand Slam, et est-ce que tu as un peu quelques stats sur tu vois, quand est-ce que c'est un club non officiel, si j'ai bien compris, mais quand est-ce que ça a été mis en place? Est-ce qu'il y a on sait à peu près combien de personnes arrivent au bout de cette aventure complètement hors norme, par an, par décennie, je sais pas. Alors déjà Loïc, tu mets le doigt sur quelque chose d'avéré, c'est que l'Explorer Grand Slam, c'est pas très connu. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est plutôt un challenge en fait officiel, mais pas médiatique. C'est pas comme le Vendée Globe en l'occurrence. Mais pour autant, le point commun avec le Vendée Globe, là, tu vois, le dernier Vendée Globe, ça y est, enfin, 100 skippers ont fait le Vendée Globe. Ben nous, sur l'Explorer Grand Slam, on est à 70 en fait dans le monde. On est deux Français. Alors c'est par ordre d'apparition à l'écran, hein, ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas de classement comme tu pourrais avoir sur le Vendée Globe. Il y en a qui ont démarré plus tôt, et puis il y en a qui le finissent donc au fur et à mesure. Donc voilà, on est moins de 70 dans le monde, et c'est très peu médiatique parce que c'est assez difficile effectivement d'amener des caméras, etc. Sur place, et surtout c'est pas
une course où chacun part en même temps et puis arrive le plus vite possible. Euh, Comme tu l'as dit, Loïc, il y a en fait deux challenges dans l'Explorers Grand Slam. Tu as les Seven Summits, donc le sommet le plus haut de chaque continent, et puis le pôle Nord et le pôle Sud. Et en fait, en réalité, il y a pas d'ordre. Tu peux commencer par le pôle Nord, faire 4 des Seven Summits, puis le pôle Sud, et finir par 3 des Seven Summits, peu importe. Hein, ce qui est important, c'est de cocher toutes les cases. Et ensuite, tu as 3 catégories d'Explorer Grand Slam. Et ça se distingue, si tu veux, sur ta façon d'aller au pôle Nord et au pôle Sud. Tu as entre guillemets, l'Explore Grand Slam pur, qui consiste à faire les Seven Summits et rejoindre donc le pôle Nord et le pôle Sud depuis la rive. Hein, ce qui veut dire que tu pars depuis la rive au pôle Sud et voilà, tu fais, selon d'où tu pars, 700 km ou 600 ou 1000, etc. Et pareil pour le pôle Nord, sachant que le pôle Nord, soit tu pars des rives du Canada, soit tu pars des rives de la Russie. Donc ça, c'est le pur. Après, tu as le mixte, donc ça veut dire que tu as fait ou l'un ou l'autre des pôles depuis la rive, et puis tu as fait ce qu'on appelle le dernier degré. Le dernier degré, c'est-à-dire tu es déposé à 111 km du pôle, donc que ce soit le pôle Nord ou le pôle Sud, et donc tu atteins ce pôle de cette façon-là. Et tu as la troisième catégorie où tu fais pôle Nord et pôle Sud uniquement en faisant le dernier degré. D'accord. Donc ils ont fait cette petite différence qui effectivement après fait une distinction entre les 70 qui ont fait l'Explorer Grand Slam. Voilà, parce que c'est une chose de faire un degré, c'en est une autre de partir depuis la rive, et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour le pôle Nord de partir depuis la rive, parce que tu pars ou du nord du Canada et tu as la banquise qui dérive contre toi, ou tu pars de la Russie, mais comme tu sais, avec ce qui se passe en Ukraine, en fait, il y a personne qui part actuellement pour des raisons politiques depuis la Russie. Donc c'est quelque chose qui est pas accessible actuellement comme genre d'aventure. Voilà, donc ça c'est pour te donner un peu les ratios. Et donc toi, tu as fait quoi? Alors moi j'ai fait mixte, je suis dans la catégorie mixte, donc on est 21 ou 22 à ma connaissance. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait le dernier degré pour le pôle Nord, et puis je suis parti de la rive pour le pôle Sud. Le dernier degré, sachant que notre projet était de faire les 2 derniers degrés, donc 222 km, être déposé à 2 degrés et partir. Seulement 2 jours avant de partir sur le projet, on a reçu l'information suivante, c'est que notre expédition était annulée parce qu'en fait, en termes de logistique sur place, sur la banquise du pôle Nord, les Russes organisent, si tu veux, une piste d'atterrissage qui fait entre 600 et 900 mètres, et tu as 2 hélicoptères aussi qui sont amenés sur place, puisque en fait, tu as une base juste temporaire sur la banquise. Évidemment, elles font l'été, ou en tout cas les moins épaisses. Donc, tu as une base temporaire entre mars et avril, et c'est là qu'ils amènent les scientifiques, les aventuriers, et aussi quelques militaires qui vont s'entraîner. Et malheureusement, donc 2 jours avant de partir, il y avait un des 2 hélicoptères qui avait crashé, hein, donc juste des dégâts matériels et pas de pertes humaines, et ce qui faisait que ça remettait en cause complètement la saison. Et donc ils ont réhabilité en catastrophe une nouvelle compagnie donc d'hélicoptères, et finalement, plutôt que de passer 20 jours sur la banquise, on a pu passer 10 jours, et donc on a pu faire 1 degré. Voilà, donc ça aurait fait une petite catégorie mixte. Plutôt que de faire un seul degré, ça aurait fait 2 degrés. J'aurais préféré, sérieusement, évidemment. Et je suis quand même content d'avoir pu faire ce projet-là, parce que c'était en 2018. Et ensuite, depuis 2019, depuis 2018, du reste, personne n'a pu aller au pôle Nord, puisqu'il y a eu donc cette guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, etc. Et donc, ils ont du mal à réinstaller cette base donc sur la banquise entre mars et avril. Voilà, donc une chance que j'ai pu saisir. Et en tout cas, ça fait partie de l'aventure, ces aléas du dernier moment. Ouais. Comment tu l'as découvert, toi, cet Explorer Grand Slam? Parce que tu nous as pas encore dit combien de temps ça a pris, mais j'ai souvenir que c'était très long. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les records, qu'il y a des gens qui font les 7 sommets en 8 heures, ou bon, bref, j'exagère, mais j'ai souvenir que toi, tu n'avais pas du tout eu cette approche-là, donc je serais curieux de savoir comment tout ça a démarré. Ouais. Donc juste pour répondre à ta question sur la rapidité, le record actuellement, c'est l'Explore Grand Slam en 11 mois. Hein, donc ça veut dire que là, Ah oui, quand même. ouais, c'est un vrai Tetris, parce qu'il faut que
prévoit en fait les zones d'accès à la montagne et au pôle, donc en fonction voilà des saisons. Hein. Le pôle sud, il va plutôt en été pour eux, c'est-à-dire c'est décembre, janvier pour nous. Le pôle nord, il va plutôt en mars, avril, etc. Voilà. Et moi, ça m'a pris, si tu comptes le premier qui est du coup le Kilimanjaro 2004, 2020. Donc moi, ça m'a pris 16 ans. Mais je l'ai pas fait dans une optique de battre un record de Ouais. vitesse, Loïc. Et pour répondre à ta question, en fait, je savais pas que ça existait. J'ai le même déficit de notoriété que tout un chacun sur ce projet. En fait, moi, ce qui m'a lancé le déclencheur à proprement parler, c'est l'envie de concrétiser 3 rêves d'enfant. Et je m'y suis mis à l'âge de 30 ans. Et les rêves d'enfant que j'avais, moi, c'était l'Everest, le pôle Nord et le pôle Sud. Et en plus, enfin, je peux te partager, si tu veux, la représentation que j'en avais quand j'étais gamin. Moi, je lisais plein de livres d'aventuriers et ça me faisait juste rêver. Et je me dis, waouh, il faudrait que je monte au sommet de l'Everest parce que ça fait comme King Kong, quoi. T'es presque à la hauteur du vol d'un avion. Tu peux les attraper. En tout cas, tu ressens parce que t'es presque à 9000 mètres, quoi. Tu te dis, tu ressens un peu ce qu'on pourrait ressentir. Voilà, mais plutôt que de voir le monde derrière le hublot, tu le vois pour de vrai, quoi. Donc ça, c'était pour l'Everest, pour le pôle Nord. Les deux images que j'avais en tête quand j'étais gamin, c'est me dire, déjà, c'est le seul endroit sur Terre où tu marches sur l'eau. Mhm. C'est vrai, tu marches sur l'eau, tu marches sur la banquise, mais quand tu suis les pas GPS, tu t'es sur l'eau, quoi, parce qu'en fait, la banquise est pas représentée. Et puis après, je me suis dit, tiens, quand tu arrives au pôle, si tu fais le tour, est-ce que tu remontes le temps, est-ce que tu rajeudis? C'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé au pôle. Je t'assure, on a planté les bâtons parce que t'as pas de. C'est le seul endroit, le pôle Nord, où t'as pas de représentation de ton objectif. C'est virtuel. C'est assez compliqué parce que quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu sais que tu es au sommet. Quand tu arrives au pôle Sud, tu as un mât qui te montre que tu es vraiment au pôle Sud. Mais au pôle Nord, tu trouves le pôle Nord avec le GPS. Il y a pas une buvette qui t'attend en disant c'est bon, vous êtes arrivé, etc. Quoi. Comme ça Et dérive, puis, voilà. et puis surtout, il bouge, non? Il T'y es bouge, un instant T, exactement. mais Exactement. un quart d'heure plus tard, t'y étais plus. C'est ça, exactement. C'est juste pour te donner l'idée de la dérive de la banquise. Euh, Tous les soirs, donc avant de s'endormir, on prenait notre position GPS et le matin, le premier truc qu'on faisait, c'était évidemment de voir la dérive. Et en une nuit, on dérivait de 2 kilomètres. Et nous, en plus, c'était à contre, donc ça veut dire que tous les matins, en fait, on avait 2 kilomètres à récupérer. C'est à peu près 3 quarts d'heure de marche juste pour revenir au point où tu étais la veille. Tu vois, Ah tu oui. gagnes rien, quoi. Tu récupères juste ce que tu as perdu pendant la nuit. Donc effectivement, ta remarque, elle est juste. Pôle Nord, géographique, moi j'ai fait le géographique, pas le magnétique. Donc l'axe de rotation de la Terre, moi j'ai dû y rester finalement peut-être 5 minutes, quoi. Après on a dérivé. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé avec les GPS. On n'a pas 90 00 00, on a 89 59 59. Donc on a même essayé dans tous les sens. On n'est pas exactement au pôle Nord, contrairement au pôle Sud où là j'ai 90 00. Donc je suis vraiment sur l'alignement de la rotation de la Terre. Et justement, le troisième rêve que j'avais, Loïc, c'est d'aller au pôle Sud. Parce que quand tu prends un planisphère, tu le regardes comme ça et puis tu te dis, en fait c'est vraiment le seul endroit sur Terre où on a vraiment la tête en bas. Tu vois, c'est vraiment le truc, on a la tête en bas, quoi. Là, tu peux, là, vu de la France, vu de nous, tu dis, là, Ouais. on a la tête en bas, quoi. Bon, écoute, tout ça, maintenant que je l'ai fait, je veux dire, c'est une vaste escroquerie. C'est-à-dire que c'était c'était mes rêves, mais bon, voilà, j'ai pas vu d'avion à 9000 mètres quand j'étais au sommet de l'Everest. Moi, il faisait juste moins 35 et tout, donc t'es quand même mieux derrière un hublot. J'ai remonté le temps, mais j'ai pas du tout rajeuni. Et puis quand tu arrives au pôle Sud, en fait, tu marches à plat, quoi. C'est-à-dire, tu as la même sensation que si on était ici dans une forêt, dans un pré ou autre, quoi. Mais en tout cas, c'était mes rêves. Et en fait, pour répondre à la question, comment j'ai découvert l'Explore Grand Slam, j'ai d'abord découvert les Seven Summits. C'est-à-dire que j'ai Mhm. commencé par le Kilimanjaro, ça c'était en 2004. J'avais fait le Mont Blanc, donc ça c'était à chaque fois avec ma femme. Puis après, comme le Kilimanjaro est un vrai test pour voir comment ton corps peut s'acclimater à l'altitude, parce que tu dépasses tous les paliers. En fait, tu passes de 2000 à 6000, quasiment 6000, en 4 jours, ce qui est, tu respectes aucun palier d'acclimatation. En tout cas, ça te permet de découvrir le potentiel d'adaptation de ton corps. Et donc moi, ça m'a plu. J'avais en tête effectivement d'aller sur l'Everest. Donc après, j'ai enchaîné sur d'autres projets, 6000, 7000, 8000. J'ai découvert en fait une équipe et donc on a fait l'Everest en 2011 par le versant nord.
hein, pas par le sud, pas par le Népal, mais par le Tibet. Ah, tu l'as fait par le Tibet, ok. Ouais, par le Tibet. On pourra en parler parce que c'est quand même une sacrée épopée en fait de le faire par le Tibet. Et, euh, et donc là, j'ai découvert une équipe, hein, et dans cette équipe, une fois qu'on a fait l'Everest, bah, il y en avait un qui voulait faire les Seven Summits. Moi, c'était pas dans ma tête. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait l'Everest, moi, j'avais envie d'enchaîner hein, sur le pôle Nord et le pôle Sud. Ça s'appelle les trois pôles. Si tu fais l'Everest, le pôle Nord et le pôle Sud, c'est un challenge qui s'appelle les trois pôles. Voilà, les trois pôles. Ok. Et donc, bah, comme j'aimais bien l'alpinisme, bah, je suis parti sur les Seven Summits. Et une fois que j'ai fait les Seven Summits, j'ai dit bon, bah, maintenant il va quand même falloir aller au pôle Nord et au pôle Sud. Hein, donc, il va falloir enchaîner sur ce que j'ai découvert qui s'appelait l'Explorer Grand Slam en fait. Mais je connaissais pas. Tu vois, c'est pas un truc. Puis il y a très peu de livres hein, sur ça. Donc, je connaissais pas. Ok. En fait, t'as deux catégories, Loïc. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est pas connu, c'est que tu as d'un côté les alpinistes et de l'autre bah, les aventuriers qui font les expéditions polaires. Et le point commun, c'est le froid, mais c'est pas les mêmes approches en fait du milieu. Tu vois, quand tu fais une ascension, tu as une logique d'acclimatation, donc tu vas passer du temps dans les camps. Et c'est du temps passif, mais à la fois actif, puisque c'est le temps qui te permet finalement à ton corps de créer les globules rouges pour monter plus haut. Quand tu es en expédition polaire, bah, tu es tout le temps en mouvement en fait. Et pour avoir questionné les uns les autres, les explorateurs polaires, ils n'ont pas trop envie de se dire bah, on attend un jour, 2 jours, 3 jours pour faire des globules rouges. Non, c'est un jour, on avance, là, les conditions sont top, hop, on optimise, etc. etc. Quoi. Voilà. Après, tu as peut-être aussi des logiques de méconnaissance entre les deux milieux, mais tu vas chercher quand même deux domaines de compétences un peu différents et deux approches différentes. Ouais. Super intéressant. Tu es la première personne du coup que je rencontre qui a fait l'Everest côté tibétain. Ouais. Comment ça se passe? Parce que j'ai lu quelques récits qui semblent dire que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue logistique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui, depuis quelques années, si c'est toujours possible d'obtenir les autorisations du gouvernement chinois pour partir le faire du côté tibétain. Et j'ai aussi lu que c'était peut-être moins dangereux que du côté népalais parce qu'il n'y a pas ce passage du Khumbu Icefall avec tous les séracs, etc. Et que c'était, alors attention, hein, je sais plus si c'est les termes exacts, mais le souvenir que j'ai de ce que j'avais lu, c'est que c'était finalement une grande randonnée engagée à très très haute altitude, mais que t'as peut-être pas les dangers qui existent du côté népalais. Ouais, alors, bah, tu as tout à fait raison, Loïc. Hein. C'est du coup pour ça qu'on l'a choisi. Ok. Ouais, c'est-à-dire que bah, tu avais les deux passages. Nous, quand on le fait en 2011, on est des pères et mères de famille, c'est-à-dire qu'on est des alpinistes amateurs engagés, je sais pas comment dire, mais on n'a rien à prouver, c'est-à-dire qu'on n'a pas un record à établir ni rien. On a une approche de la montagne qui consiste à dire, bah, c'est un rêve pour chacun, ou en tout cas c'est une envie, une ambition. Mais bon, on n'a pas envie, en termes d'engagement, d'y laisser notre peau. Si tu veux, on a mis quand même le curseur plutôt du côté de la sécurité que de la performance. Et donc, effectivement, si tu le fais côté népalais, t'as le icefall à passer entre le camp de base et le camp 1, et c'est là où tu as le plus d'accidents. Et ensuite, quand tu arrives alors au camp 3 et avant le col sud, tu as aussi des avalanches des pentes du Lhotse, quoi. Donc, tu as deux dangers, deux passages avec des dangers objectifs, où c'est un peu la loterie et il y a toujours des accidents. Je te parle pas du rapport à l'altitude, puisque ça, c'est commun aux deux. Euh, Par rapport à ça, tu as le côté tibétain. Donc, côté tibétain, tu as un passage véritablement difficile où tu as des séracs. C'est entre le camp de base avancé qui est à 6004 et montée au col nord qui est à 7000. Et une fois que tu es à 7000, mais tu as complètement raison, hein, c'est une course d'arête. Donc voilà, tu n'as aucun danger objectif. Tu vas pas avoir un sérac qui te tombe dessus. Tu n'as pas une pierre qui te tombe dessus. En revanche, t'as un côté aléatoire qui est lié à la météo. Tu vois, D'accord. c'est-à-dire que le taux de réussite est pas lié à la difficulté technique, mais il est surtout lié à la météo. Et je te donne un exemple. Quand nous, on l'a fait, c'était le 21 mai 2011, hein, je t'en parle comme si c'était hier, parce que j'ai tellement vécu le truc que c'est ancré en moi. Nous, on l'a fait le 21 mai. De l'autre côté Népal, ben, ils avaient leur fenêtre météo depuis le 4 mai, et le 15 mai, tous ceux qui devaient tenter le sommet l'avaient fait. Donc, tu es extrêmement frustré parce que tu es en liaison radio, tu te dis, ben, on est le 15 mai, ben, nous, on n'a toujours pas de fenêtre météo. Et eux, de l'autre côté, ben, ils ont tous fait le sommet.
Hein. Donc voilà, c'est juste pour te donner le Hmm. côté un peu aléatoire. C'est une course d'arête, donc tu es exposé au vent. Et donc s'il y a du vent, bah tu y vas pas. Le deuxième élément que tu soulèves, c'est voilà, obtenir l'autorisation. Euh, on s'est dit, voilà, on mise sur la sécurité. Par contre, du coup, on était surtout sur des logiques d'incertitude par rapport à l'autorisation, puisque les Chinois, gentiment, te prennent pour des espions, en fait. En réalité, il s'était passé deux, trois événements les années précédentes où voilà, tu avais des Tibétains qui essaient de passer la frontière, des alpinistes les ont filmés, c'est passé sur les réseaux sociaux, donc voilà, ça a un peu traumatisé les autorités chinoises. Hein, et donc, nous, on bénéficie de cet état d'esprit par rapport aux alpinistes. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as ton autorisation. Nous, on a eu l'autorisation de monter donc sur l'Everest 3 semaines avant de partir. Ah oui, d'accord. C'est tendu, hein, c'est-à-dire que tu as organisé ta vie personnelle, professionnelle, tu as mobilisé des sponsors, tu t'es entraîné, tu es prêt à jouer, mais 3 semaines avant de partir, tu sais toujours pas si tu vas jouer. Alors que si tu demandes une autorisation, donc au Népal, tu l'as quasi immédiatement. Voilà, donc ça te renvoie à cette incertitude-là. Aujourd'hui, je sais que ça reste toujours très compliqué, comment d'avoir ces autorisations-là. Hein, mais en tout cas, c'est ce qui fait que, et nous, c'est ce qu'on voulait aussi, qu'il y a moins de monde sur la montagne. Hein, et nous, on n'a pas eu à gérer les files d'attente, en fait, comme tu peux voir sur le Rosso Hilary, côté Népal. Hein, parce que tu as Hmm. beaucoup plus de monde côté Népal que côté Tibet. Nous, on était 80 alpinistes, en fait, à tenter, hein, plus 15 Chinois. Donc, tu vois, on était une centaine d'alpinistes. Tu rajoutes autant de Sherpas, donc ça fait 200 personnes, alors que de l'autre côté, tu as 500 alpinistes, plus 500 Sherpas, etc., etc., quoi. Donc voilà, c'était l'arbitrage qu'on avait fait à l'époque. Hein. Et écoute, c'est passé, ça s'est bien concrétisé, donc on était, j'étais bien content quoi, d'avoir joué. Mais ça m'a pas donné envie, Loïc, j'anticipe une question que peut-être tu avais envie de me poser ou pas, mais ça m'a pas donné envie de le faire de l'autre côté, en fait, en l'occurrence. Ok. Je sais qu'il y en a qui le font des deux côtés, c'est un challenge. Moi, ça m'a pas donné envie. En fait, et là, avec ce que je vois, c'est avec le monde qu'il y a et tout, ça me motive un peu moins, en fait. Ouais. Mm. Ouais. J'imagine que je suis surpris qu'il y ait déjà eu, enfin, des chiffres que tu évoques. Je pensais pas il y avait déjà autant de monde qui tentait l'Everest il y a finalement quoi, une quinzaine d'années. Ouais. Ok. J'ai des chiffres à te donner, Loïc, hein, qui t'expliquent euh, comment l'augmentation exponentielle là, du nombre de prétendants. Moi, je l'ai fait en 2011, l'Everest, et donc tu sais, tout est noté, hein, qui l'a fait, quelle année, quelle nationalité, etc. Tu as des quotas, enfin des ratios, pardon, par nationalité. Donc, il a été fait, on va dire, en 1953 la première fois. Hein, je reviens pas sur le sujet Irvine Mallory où on sait toujours pas. Hein, mais ça a été fait donc en 1953. Moi, je le fais en 2011 et 1953-2011, on est 5000 dans le monde à avoir été au sommet de l'Everest. Donc, par le Ok. versant tibétain ou népalais et Sherpa inclus. Ok, tu as 5000 personnes. Voilà. Donc, 1953-2011, on va dire que ça fait 60 ans. Hein, et donc, tu as 5000 personnes au sommet. 2012-2022, 5000 personnes. Oh, putain. Ah ouais. Ouais, c'est devenu un business aussi, hein. Après, tu as plein de prétendants, machin, etc. Mais c'est un business côté népalais, on va pas leur enlever, hein. On a la même chose, nous aussi, Ouais, ouais. avec le Mont Blanc, si tu veux. Hein, mais là, tu vois, là, en 10 ans, tu en as autant qu'en 60 ans, quoi. Et avec une logique où on était hein, au XXe siècle sur des logiques de grosses expéditions bien lourdes, bien en termes de logistique. À maintenant, effectivement, une montagne qui est équipée, des Sherpas qui préparent la montagne, qui t'aident, etc., etc., quoi. Donc avec une ouverture entre guillemets à un niveau plus Ouais. faible d'alpinisme. Mais là, je sais pas si tu as vu il y a deux news qui me font dire que ça va pas ralentir. C'est que j'ai vu qu'ils ont ouvert une piste jusqu'à Lukla maintenant. Ouais, Piste pour les 4x4, alors qu'avant c'était uniquement avion. avion, ouais. Donc ça, je pense que ça va, voilà, ça va pas aider, enfin, ça risque d'accélérer encore les choses. Et alors j'ai pas trop creusé le sujet, peut-être que toi tu auras plus d'infos, mais j'ai vu qu'il y a une nouvelle technique entre guillemets, l'utilisation d'un nouveau gaz qu'on a découvert, le xélon ou quelque chose comme ça, Ouais, ouais, qui permet de skipper enfin d'éviter l'acclimatation en fait. ouais, Tu ouais. respires ce truc et boum, ça y est, t'es acclimaté C'est ça. immédiatement. Ouais, et tu fais l'Everest. La promesse commerciale, c'est faire l'Everest en 8 jours, je crois. Ah ouais, fabuleux. Là où il faut normalement quoi, un bon mois et demi.
Enfin, il te faut 8 semaines. 8 semaines, ouais, 8 deux semaines. mois. C'est un Waouh. projet, si tu le fais entre guillemets en logique lente, c'est-à-dire permettre à ton corps de t'acclimater avec cette logique de palier, etc. Tu consacres 8 semaines. On avait déjà divisé par deux avec l'utilisation des chambres hypoxiques chez toi. Donc tu commences à t'acclimater quand tu dors. Donc ça avait réduit pour certains déjà 8 semaines, ils passent à 4 ou 5 semaines. Hein, donc tu arrives à acclimater sur la montagne parce que tu as déjà passé 200 heures en dormant, si tu veux, dans ta chambre hypoxique qui a Mhm. commencé à t'aider à créer les globules rouges. Et effectivement, j'ai lu comme toi ça, donc une semaine. En fait, Ouais. voilà, je me dis, il y a un vrai sujet sur l'approche de ces milieux-là. On est encore, il me semble, et moi ça m'interroge véritablement, en logique de domination de la nature. C'est-à-dire, tu dis, la nature te permet de monter là-haut avec le relais d'oxygène. Moi, je l'ai fait avec oxygène. Il y en a très peu qui le font sans oxygène, mais admettons, il y en a quand même qui ont réussi avec, pardon, sans oxygène. Donc la nature te permet d'aller aussi haut en respectant un certain nombre de rythmes et donc de lenteur et donc laisser le temps à ton corps de t'acclimater. Et nous, on y met derrière des logiques de performance, de domination, des plus forts que tout, etc. Donc moi, ça m'interroge un peu. Mhm. Moi, je considère déjà que j'ai bénéficié entre guillemets d'un dopant, hein, c'est-à-dire que j'ai pris l'oxygène, donc quelque part, hein, j'ai fait comme les premiers l'ont fait avec oxygène, mais j'ai déjà, entre guillemets, utilisé l'oxygène, donc voilà, ça n'a pas été moi tout seul, humain, vulnérable, etc., et puis 8848 mètres, et puis peut-être 3 mois, etc., mais maintenant, enfin là, on est sur des trucs qui sont incroyables, on est dans la vitesse, on n'est pas dans, je suis dans le milieu, j'en profite, je m'imprègne, je laisse le temps à mon corps de s'acclimater, etc., quoi. Mais bon, ça marche, donc Mhm. Mhm. voilà. Une approche différente, effectivement. Bientôt, on fera l'exploit Grand Slam en 15 jours, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Hélicoptère, tu fais ton sommet avec ton gaz, tu redescends hélicoptère. Enfin bon, Voilà, bref. c'est ça. Écoute, ouais. Euh, alors là, on vient de pas mal évoquer l'Everest. Pour les gens qui, enfin, souvent dans tu sais, le, j'ai envie de dire les milieux non initiés, pas forcément alpinistes, etc. L'Everest, je pense, du fait de son statut de plus haut sommet du monde, c'est la montagne qui fascine. Les gens pensent que c'est euh, au-delà d'être le sommet le plus haut, c'est le plus difficile à atteindre. Ouais. Alors, moi, je te dis ça, j'ai fait le plus haut que j'ai fait, c'est le Kalapatar en face du Ok, camp de base ok. à 5006. Donc, ce que Ouais. je te dis là, c'est juste les récits d'aventure que j'ai Ouais. lus, que visiblement, ce serait pas du tout le sommet le plus technique, le plus difficile. Toi, ton expérience, comme tu as fait, finalement, tu as fait le plus haut de chaque continent, ça a été quoi pour toi le plus gros challenge en termes d'ascension physique, mentale, météorologique? Euh, l'Everest, justement. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Ah ouais, ok. Donc je vais t'expliquer pourquoi, hein. J'ai fait un certain nombre d'erreurs qui m'ont, et puis il y avait un certain nombre de paramètres qui ont fait que oui, oui, c'était un peu dur. Donc je reprends. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Tu dis c'est une grande randonnée. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai pris mon piolet, je m'en suis jamais servi. Il y a une corde fixe. T'es sur une arête. Voilà. Enfin, je veux dire, sérieux, hein, c'est pas du tout technique. Côté Euh, tibétain. Côté tibétain, oui, côté Ouais. tibétain. Je suis sur le côté tibétain, l'autre je le connais pas. Euh, c'est pas technique. En revanche, tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte, ce qui est connaître ton corps et sa capacité à s'acclimater. Tu vois, tu as d'autres points de repère, gérer le froid parce qu'il va faire du moins 30, moins 35, etc. Donc tu as d'autres éléments qui font que voilà, il faut être super attentif. C'est quand même pas la balade du samedi. Nous, Oui. si on l'a vraiment réussi, non mais enfin Loïc apprécie, nous on l'a vraiment réussi, c'est que le travail qu'on a fait avant de partir, c'est d'interroger en fait les Français qui l'avaient fait de ce côté-là et avoir en fait leur tracé ou en tout cas leur stratégie d'acclimatation. Et pour moi, ce qui a fait qu'on a réussi, c'est on était extrêmement bien acclimatés. Et donc du coup, on était dans notre meilleure disposition de performance pour faire le sommet. Tu vois, donc là, il y en a des fois qui se crament au début parce que t'es bien au début. Là, vraiment, on a respecté tout ce qu'on a pu engranger comme information de ceux qui étaient avant nous, en fait. Donc voilà, ça c'est pour le côté facile techniquement. Après moi, ce qui était dur, euh, si tu veux, c'est d'abord les conditions. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure,
le 15 mai, de l'autre côté, ils avaient fait le sommet, et nous, il y avait trop de vent, donc on était exposés sur l'arête, donc ça passait pas. Et donc tous les jours, moi j'étais le chef d'équipe, tous les jours j'allais dans la tente là du responsable de camp chinois, et donc on faisait un peu un tour de table des météos du monde entier, hein, puisqu'on avait des routeurs, nous on avait un routeur suisse, après tu avais américain, russe, etc. Et donc tous les jours, on a attendu, si tu veux, cette fenêtre, 8 jours, c'est 7 ou 8 jours, je sais plus, à 6004. Tu vois, on est sur le camp de base avancé. Le camp de base avancé est très très haut, hein, parce que tu vois, sur l'Everest, côté Népal, tu pars de 5002. Là, tu pars de 6004, en fait, hein, parce qu'il y a 2 jours pour redescendre au camp de base qui est à 5002. Donc, une fois que tu te mets à 6004, tu y restes. Et donc, chaque journée passée à 6004, c'est quand même des chances en moins de monter au sommet. Et donc, on attendait, on attendait, on attendait. Et jusqu'au jour où, oui, toutes les météos et les prévisions météo s'alignent, hein. Et donc là, c'est 20 et 21 mai, c'est bon. Toutes les météos disent, c'est OK, on peut y aller. Avec 21 mai, vers 4 heures, tu avais une forme de précision quand même. C'était retour du vent sur la montagne, donc il fallait avoir redescendu de tous les camps d'altitude pour se mettre à l'abri. Et premier choc, si tu veux, c'est justement le chef de camp chinois qui dit, alors maintenant, je vais vous expliquer la règle. Il dit le 20 mai, c'est les Chinois sur la montagne, et le 21 mai, c'est le reste du monde. Voilà ce qu'il dit. Et là, t'as un chef d'expédition d'à côté qui a la présence d'esprit de dire quand même, mais vous êtes combien et on est combien? Donc t'as le Chinois qui répond, nous on est 15, plus 15 Sherpas, ça fait 30, et vous êtes 80, plus 80 Sherpas, ça fait 160. Et là tu dis, alors eux, ils ont un jour plein, et ils sont 30, et nous on est 160, et on a 3/4 de journée en fait pour faire le sommet. Et là, de façon autoritaire, il dit attention, moi le 20 mai, je veux personne sur la montagne, il n'y a que les Chinois. Donc là, tu vois, as cet élan nationaliste qui fait que chaque saison, c'est d'abord un Chinois qui est au sommet de l'Everest avant que ce soit quelqu'un d'autre. Donc ça, j'avais pas mesuré ça avant de le savoir, mais là, c'est ça. Donc on part pour le 21 mai, on monte, machin, etc. Et puis on décide au camp 3, donc tu as 8200 mètres, un peu de se répartir les temps de départ pour être sûr d'éviter les embouteillages. Tu vois, côté Tibet, tu as 3 ressauts à passer, hein, qui sont pas forcément durs et techniques, mais qui créent les embouteillages, parce que évidemment, tu n'as qu'une corde, donc soit tu es derrière quelqu'un qui avance pas, soit en plus on se croise, etc. Donc voilà, tu as 3 possibilités d'avoir des embouteillages. Normalement, tu pars à 11 heures du soir, et puis nous, comme on était plutôt dans la logique de sécurité, on dit on va partir à 8h30, on sait qu'il y a 9 heures de montée, donc on sera là-haut au lever du soleil, quoi. On aura un magnifique point de vue, etc. Donc les Russes sont partis à 5h30, je me rappelle. Nous, on a pris la deuxième position à 8h30, et je crois que c'est les Allemands qui ont suivi à 9h, et ainsi de suite, départ toutes les demi-heures, quoi. Voilà, donc tu pars de nuit. Et j'ai fait une première erreur, moi, si tu veux, c'est de pas m'être assez hydraté. Mais ça, quand je te dis ça, c'est que je m'en rends compte après, hein. Et en plus, on n'a pas réussi à mettre en place le protocole qu'on avait décidé entre nous. C'est-à-dire que là, nous, on était trois alpinistes français, 3 Sherpas, et on s'était dit, toutes les heures, on s'arrête et on boit un coup. Hein, quand tu es dans ces altitudes-là, tu es dans des milieux extrêmement secs, et il faudrait boire peut-être juste 2 ou 3 litres d'eau, parce que tu te déshydrates juste par la respiration, tu vois. Donc même pas par l'effort physique et la transpiration. Là, je te parle juste de la respiration, quoi. Et bien, on s'est pas arrêté toutes les heures. Personne n'a pensé à s'arrêter. On s'est arrêté à Mushroom Rock, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est au moment où tu changes tes bouteilles d'oxygène que tu en prends une pleine pour faire le sommet et redescendre. C'est là qu'on a commencé à s'hydrater, quoi. Voilà, donc première erreur, et donc deuxième erreur, c'est ma décision que j'ai prise. Donc là, on est quasiment à 150 mètres du sommet en altitude, et en fait, à chaque pas, moi, j'activais mes orteils dans les chaussures, puisque les chaussures d'alpinisme, elles sont plutôt plates, hein, donc tu vois, c'est pas comme des chaussures de randonnée où à chaque pas que tu fais, ça active quand même la circulation. Oui. Pas du tout. Donc là, l'idée, moi, j'étais très à l'aise avec ça. Si tu fais un pas, puis tu remues un peu les orteils, etc. Et à 100 ou 150 mètres du sommet, j'avais très mal aux orteils, et notamment le gros orteil gauche. Et là, je me dis, c'est sommet, c'est orteil, c'est sommet, c'est orteil, c'est sommet, si proche, sans déconner, c'est sommet, quoi. C'est évidemment sommet. Donc là, victime d'un biais cognitif, hein, qui est l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire que le but est tellement proche que tous les paramètres que tu t'étais donné de dire sécurité, machin, etc., t'oublies.
Et j'en veux pour preuve aussi qu'on n'est pas très lucide. Hein. L'exemple de s'arrêter toutes les heures et boire un coup, bah, personne s'est arrêté, donc on n'a pas la notion du temps. Donc tu vois, on est un peu cotonneux en fait en termes de réflexion. Et donc j'arrive au Sachant sommet. que, parce que 100-150 mètres du sommet, en termes de chrono, ça représente quoi? 1 heure et demie. De Ah montée, oui, ok. 1 heure et demie de descente. Par moins 35. Hein. Ouais, Voilà. waouh. Après, j'étais choqué parce que j'avais vu quand même quelques cadavres. Et donc là, forcément, dans la question de la motivation, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que tu vois un cadavre au milieu d'une voie, tu vois il est pas tombé tu vois, d'une plaque ou n'importe quoi. Il est mort, crise cardiaque, AVC, froid, je sais pas, mais il est pas mort d'une erreur technique. Tu vois, si tu vois qu'il est mort d'une erreur technique, tu dis, oula, il faut faire attention, quoi. Et Ah, là, donc il est tu en as là. aussi côté tibétain alors. Ouais, bien sûr. Moi, j'en ai vu, pour le coup, 4. Du Waouh. coup, voilà, t'amène mentalement. Là, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fous là? Ah, mais plutôt que de redescendre, tu vois, je suis victime de l'escalade de l'engagement et je continue, quoi. Et j'arrive au sommet, donc j'étais le premier. C'est ça qui m'a sauvé parce que, en fait, j'étais deuxième, j'étais derrière mon Sherpa, puis le Sherpa, à un moment donné, il change sa frontale, il met une nouvelle pile, ça marche pas, et puis il me dit, Jérôme, passe devant. Donc ça m'a sauvé parce que tu vas à ton rythme. Les Sherpas, ils vont vite en fait. Ils savent pas marcher doucement. Le Sherpa, tu vois, il part devant toi, il t'attend. Donc toi, tu as la pression pour le rattraper. Et puis dès que tu le rattrapes, il repart et t'attend. Voilà. Donc ils savent pas vraiment aller doucement. Donc comme j'étais devant, j'allais doucement. Et donc, je suis arrivé le premier de notre petit train là au sommet de l'Everest. Mais Loïc, au sommet de l'Everest, plutôt que de mettre 9 heures, en fait, on a mis 7 heures. Donc il était 3h30 du matin alors qu'on avait prévu d'arriver à 5h30 du matin. Ce qui veut dire que tu arrives par la nuit noire. Tu vois rien. Alors c'était pleine lune, donc on voyait bien la chaîne de l'Himalaya, machin, etc. Mais moi j'ai zéro photo où, tu sais, c'est comme Oh tu vois non. aujourd'hui, il fait beau derrière, tu vois le Lhotse, tout ça, le Makalu, rien du tout, quoi. On les voyait, mais bon, ça. Les photos qu'on a faites, c'est avec le flash. Bah, tu t'es dit, ils ont fait ça en studio, quoi, c'est pas possible. Donc t'as cette déception. Mais c'est comme ça, tu vois, on a été trop vite quoi par rapport à comment autant qu'on met habituellement quoi. T'as cette déception, puis là t'as la prise de conscience de dire ah, bon alors c'était mon rêve d'enfant, je suis au sommet d'Everest, c'est pas aussi bon que j'ai imaginé ou que je l'avais vu sur internet. Et puis là, j'ai dit waouh, j'ai très mal aux orteils. Oui, sachant que Et là, tu te dis pas, c'est absolument impossible de passer 3 heures au sommet pour attendre que non, le soleil se lève, quoi. ah non, il aurait fallu passer 2 heures par moins 35, Ouais. personne l'a envisagé, moi encore moins, parce que comme je suis arrivé, je me suis donc sécurisé, et moi on est resté 20 minutes au sommet, et pendant 20 minutes j'étais là, putain maintenant il va falloir redescendre, quoi. Ouais. Et je me dis, alors je vais te dire ce que j'avais en plus, donc j'avais, bon, les orteils pas très bien, la déception que le paysage était pas celui dont j'avais rêvé, croiser les cadavres qui t'amènent à te dire qu'est-ce que je fous là. Et en plus, j'y voyais plus que d'un œil en fait. Et tout simplement parce que on avait enlevé le masque pour Hmm. protéger les yeux, parce qu'avec le masque à oxygène, en fait, ça faisait de la buée dans le masque donc visuel, et évidemment, ça gelait tout de suite. Donc, on avait préféré enlever le masque. Et donc, sur l'arête, tu vois, le vent venait de côté, et moi, j'avais l'œil droit qui avait pris, puis l'œil gauche était sûrement protégé par l'arête du nez, quoi. Donc, j'y voyais plus que d'un œil. Et j'ai dit, bon, mais maintenant, c'est les minutes ou les heures les plus importantes de ma vie qui arrivent, quoi. Donc, c'était dur parce que j'étais pas prêt à tout ce qui m'est arrivé, en fait, en l'occurrence. Donc, c'était pas technique, tu vois, c'était plutôt mental et physique, hein, puisque là, il y avait quand même des choses qui t'arrivent, qui montrent que t'es sacrément diminué, quoi. Donc voilà, ça a été le plus dur pour cette raison-là, en fait. Voilà. C'est pour ça que ça m'a pas donné envie d'y retourner, en fait. Hmm. Ouais, Même pour créer j'imagine. un souvenir plus positif, mais ça m'a pas donné envie d'y revenir. Hmm. Je suis content. On l'a fait. On est 4 sur 7 à l'avoir fait. Et on est revenu. Il y a eu des petites gelures, tu vois, au doigt ou au pied, mais rien de grave, tu vois. Donc nous, on a rempli le contrat qu'on s'était donné. C'était jouer notre chance si elle se présente, et surtout zéro accident, quoi. Donc voilà, on est content sur l'ensemble du projet, quel que soit le résultat, si tu veux, des uns et des autres, en fait. En Mhm. l'occurrence. Je sais pas si ça Euh, va donner envie à tes auditeurs de faire l'Everest. Écoute, je sais pas, en tout cas, c'est un récit authentique et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense que ce genre de défi, chacun le vit un peu, Exactement. tu vois, à sa manière finalement, avec ses propres motivations, ses propres aspirations. Et c'est intéressant. Déjà, super chouette parce que je te dis, c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un qui l'a fait Ouais. côté tibétain.
Et puis 2011, même si après je sais pas, tu vois, tout à l'heure je te disais, je suis surpris qu'il y ait déjà eu autant, enfin qu'il y ait déjà autant de monde à l'époque. Honnêtement, je sais pas du coup, je sais pas combien de gens font le Mont Blanc, donc j'ai du mal à voir si vraiment on sent qu'il y avait, tu vois, si 160 personnes sur une montagne pour une ascension, ça se ressent ou pas. Mais voilà, intéressant d'avoir le récit de quelqu'un qui l'a fait peut-être avant que ça devienne la folie actuelle quoi, en termes Mais t'as deux choses à prendre en compte, hein, fréquentation. Loïc, sur les images que l'on voit là des files d'attente. La première, c'est le nombre, hein, donc plus t'es nombreux, et forcément plus il y a de chances qu'il y ait de files d'attente. Et la deuxième, c'est la fenêtre météo. Ouais. Si t'as 2 jours de fenêtre météo, tout le monde tente sa chance en même temps. Et Voilà. oui. Si t'as 10 jours de fenêtre météo, les gens ils vont se répartir. La première image, tu vois, c'est ça qui m'avait un peu moi, fait réfléchir. La première image que tu vois d'une file d'attente, là, c'est comment Nipsey fait Oui. son projet. Il fait une photo et quand il se retourne, quand il descend, il fait une photo et il montre la file d'attente, hein. Écoute, moi, je suis en contact avec pas mal de Sherpas et il y en a un qui a fait la photo même heure le lendemain et il y a personne sur la voie. Hmm. Donc tu vois, ça fait un effet loop. Quand tu connais pas, tu te dis waouh, ils ont raison. De toute façon, il y a trop de monde, c'est une chose. Mais en plus, tu as cette concentration qui est liée au fait que si tu as une fenêtre météo très courte, tout le monde y va en même temps, point quoi. Oui. Donc c'est un peu comme les soldes. Tu vois, les soldes, ça dure 6 semaines, on va dire, mais les meilleures affaires, c'est tout de suite. Et donc tout le monde y va tout de suite. Tu vois, donc ça crée une espèce de folie, etc. Mais on est quand même trop nombreux à la base. Mais Hmm. ce qui va te grossir et accentuer le phénomène, c'est ça, quoi, aussi. C'est voilà, la durée de ta fenêtre météo. Donc, les chances qu'on a d'y aller ou pas, quoi. Dans la liste des 7 sommets, j'en ai souvent entendu 2 en particulier qui étaient cités comme des sommets particulièrement difficiles d'un point de vue météo ou extrêmement compliqués d'accès. C'est le Denali, Ouais, plutôt pour la météo et le froid. ouais, Et tu me diras, toi, ton expérience que ça a été. Et alors là, je suis désolé si je le prononce mal, le Puncak Jaya. ouais, la pyramide de Cartens, ouais. Yes. Là, plutôt pour à l'inverse, les conditions tropicales plus et très, 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 très difficiles d'accès. Ouais, Tu le confirmes? oui, oui, oui. Écoute, on peut commencer par la pyramide de Cartens. Euh, donc, tu es en Papouasie. Donc là, tu es dans une zone. Alors, moi, je l'ai faite, la pyramide de Cartens, ça devait être 2015. Donc, tu es dans une zone où l'Indonésie donc revendique les territoires papous et tu as certains mouvements indépendantistes papous. Euh, Cette pyramide, en fait, elle a 3 voies d'accès à pied et ils ouvrent les voies en fonction des événements qui viennent de se passer. Donc, en fait, nous, sur les 3, il y en a qu'une qui était ouverte parce que les 2 autres, malheureusement, ils s'étaient entretués entre les indépendantistes et les Indonésiens, quoi. Donc, tu as déjà cette règle-là, ce qui fait que parfois, il y en a qui sont obligés de prendre l'hélicoptère et d'être déposés au camp de base en hélico. Donc, de pas passer par la jungle. Depuis les petits villages papous. T'as un deuxième élément, et moi c'était une première pour moi, et bon, il n'y a aucune fierté là-dedans, et ça faisait surtout très bizarre. C'est que la montagne d'à côté, c'est une mine. Donc c'est une mine de diamants, je crois, et puis je sais plus quel autre minerai, donc qui est exploité par des Canadiens. Et donc, tu as une protection de cet environnement-là. Donc, c'est une mine à ciel ouvert, hein, c'est-à-dire qu'ils creusent la montagne en cône inversée. Ça veut dire que quand tu fais l'ascension de la pyramide de Cartens, tu as la montagne d'à côté qui t'éclaire, hein. Je t'assure, ça fait vraiment bizarre, hein. D'accord. Voilà. Et là, tu as une règle de sécurité. Les 4 jours que tu passes dans la jungle, comment pour accéder au camp de base, en fait, tu fais un détour, tu vois, tu fais comme un arc de cercle et t'évites la mine, en fait, en l'occurrence. Bon, il pleut tout le temps, hein, c'est 24 heures sur 24 de la pluie, donc on rigolait, nous, mais pour la redescente, on dit, on va couper, on va passer par la mine. Tu vois, si tu te dis, plutôt que de faire 4 jours dans la jungle, 24 heures sur 24 dans la pluie, machin, dans la boue et tout, etc., maintenant qu'on l'a fait, c'est bon, quoi, on coupe. Et là, les Papous, et on avait des guides indonésiens aussi, ils disaient, mais jamais de la vie. Donc là, il y avait un Japonais, un Américain, et nous étions 2 Français. Il dit, jamais de la vie, vous allez faire 7 jours de prison dans un conteneur.
Puis on dit, Ah ouais, attends, ok. c'est bon, c'est les Canadiens. Donc si c'est les Canadiens, ils vont nous laisser passer. Non, 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 vous allez faire 7 jours de prison. Et donc ils nous ont raconté le nombre de fois où il y en a qui avaient voulu le tenter. Et donc voilà. Donc t'as que les Papous qui peuvent y aller. Et eux, ils y vont, ils sont juste entre guillemets, au niveau de l'entrée, quoi, plus ou moins, et ils récupèrent en fait des vieux équipements des personnes qui travaillent là, donc des bottes, des cirés, etc., pour se protéger. Hein, donc voilà, t'as à la fois comment, un mouvement politique, et puis après t'as cette euh, voilà, réserve un peu économique qui fait que c'est pas facile. Et Hmm. ensuite, il faut que tu prennes en compte que tu vas te faire rançonner. Euh, C'est-à-dire que tu atterris, la ville la plus proche, en fait, c'est uniquement un aérodrome. C'est-à-dire que tu n'as aucune piste qui t'amène à cette ville autre que l'avion. Voilà. Et donc, ils sont ravitaillés par l'avion, hein, y compris pour les matériaux, si tu veux faire du béton, tout ça, si tu veux un vélo, si tu veux une voiture, ils arrivent en pièces détachées, etc. C'est l'avion qui te l'amène. Et partant de là, si tu veux, on va jusqu'au village papou le plus proche. On y va plus ou moins en moto. Et donc, on traverse d'autres villages papous. Et donc, à chaque village que tu traverses, tu te fais rançonner. Euh, et c'est pour de vrai. C'est-à-dire que nous, on était prévenus, on a donné de l'argent en cash. Et il est hors de question de faire le fier à bras et dire, écoutez, c'est bon, nous on passe, machin, etc. Quoi. D'abord, ils sont armés. À chaque stop, on s'est fait rançonner 4 fois. Hein. Donc, t'en as un qui a un arc de 2 mètres, plus un fusil. Tu vas t'arrêter une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, le temps qu'ils définissent le prix de la rançon, etc. Et si tu respectes pas le truc, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, déconnez pas, hein, parce que la fois d'avant, bah, t'en as 3 qui voulaient pas payer au premier barrage, hein, ils se sont fait prendre leur passeport, et là, c'est terminé, quoi. Là, c'est terminé. Ouah. Donc, voilà, t'es Ah un ouais, là, peu, c'est l'aventure. ouais, t'es un peu dans l'aventure. Alors, encadré parce qu'on avait des guides indonésiens, et c'est par eux qu'on était passé, et ils sont connus, tu vois, etc. Tu vois, c'était la bonne ressource pour nous avancer. Mais autant te dire qu'entre un Japonais, un Américain et 2 Français, on n'est pas du tout habitué à ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, t'arrives. On avait rendez-vous, et là on dit bon, on sait pas encore quelle voie on va prendre parce que là il y a eu un mort sur cette voie. Pour l'instant, il ne reste qu'une ouverte, mais on espère que, etc. Toi, tu te dis wow, je suis soi-disant venu faire un peu d'alpinisme, où je suis, quoi, où je Ouais. suis, où je suis, quoi. Donc effectivement, là tu as difficulté d'accès à politique, économique, enfin bon, etc. Et après, tu as le temps. Hein, donc, il faut accepter d'être tout le temps mouillé pendant les 15 jours d'ascension. Quoi. Après, une fois que tu fais la phase sommitale, c'est de la via ferrata. Tu as une tyrolienne à passer où tu fais le cochon pendu, et ben voilà, tu as 1000 mètres d'un côté, 1000 mètres de l'autre. Donc ça, c'est un peu sportif, mais bon, c'est sécurisé. Mais voilà, après, c'est du plaisir. C'est même pas de l'alpinisme. Il n'y a même pas besoin de piolet, hein, c'est vraiment de la via ferrata. Alors c'est pas équipé comme une via ferrata à la française, hein, tu as des cordes, etc. Mais en tout cas, voilà, ça s'apparente à ça. Ok. Et donc à l'opposé, tu as le Denali. Le Denali, j'ai fini par ça sur les Seven Summit. Et Volontairement d'ailleurs, enfin, je veux dire, t'avais une stratégie avant qu'on parle du Denali sur l'ordre dans lequel tu les as fait? Oui et non. Mon point de départ, c'est l'Everest. Donc à Ouais. partir du moment où je rencontre quelqu'un qui veut faire les Seven Summits, ce que je connaissais pas, et que tu as fait l'Everest, où c'est là où tu as le côté le plus aléatoire en fait, hein, et le plus cher. Euh, voilà, après, c'est avec les Français que je connaissais, qui veut faire quoi, est-ce qu'il y a une opportunité, etc. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de stratégie en termes de difficulté ou autre. D'accord. Euh, Ça m'a plu de finir par l'épaule parce que c'est les plus chers, et donc pour trouver les sponsors, c'est plus facile quand tu leur dis, il me reste plus que le Ah profil oui. à faire parce que pour compléter l'export Grand Slam, plutôt que de dire, ben, je veux faire l'export Grand Slam et je vais commencer par le plus cher. Mhm. Tu vois, c'est un peu, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui tentent comme ça, et donc bon, c'est beaucoup plus dur. Donc non, il n'y avait pas de stratégie. Il y avait toujours cette logique d'apprentissage, hein, quoi qu'il en soit, hein, mais il n'y avait pas de stratégie de dire tac, tac, tac. Voilà, il y a créer les opportunités pour le faire. Et le Denali, en plus, ça a été mon point d'inflexion parce que tu es en zone polaire, en fait. Hein, et après le Denali, moi, j'ai dérivé sur le polaire. Le Denali, c'est chouette parce que bah, tu es posé en avion à 2000 mètres, et bah, tu vas marcher pendant 4 jours, tu remontes un glacier, etc. Pour aller à ton camp de base qui est à 4008. Tu as même 5 jours, quoi. Et tu es avec la Poulka.
C'est-à-dire que tu es en autonomie Excellent. et tu commences à être avec ta poulka. Donc nous, on était 5, on avait deux approches. Il y a ceux qui étaient en raquette et ceux qui étaient en ski d'approche. Donc c'est des petits skis, c'est pas des skis de randonnée, ni des skis de randonnée nordique, c'est des skis d'approche. C'est-à-dire que tu mets tes chaussures d'alpinisme avec des sangles et c'est un ski qui fait 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 et qui a une peau de phoque dessous, quoi. Voilà. Donc à la montée, il n'y a pas eu moi j'avais les raquettes, Et à la montée, il n'y a pas eu de différence. À la descente, où nous en raquette, on s'est fait atomiser. C'était pas la bonne stratégie pour ça, quoi. Donc t'as 4 jours ou 5, je sais plus, où tu montes et tu tires ta charge, on était chargé, puisque t'es en autonomie, tu montes tes tentes, etc. Là, il y a pas de Sherpa, il y a rien là. T'es vraiment en autonomie, c'est chouette. Et donc voilà, tu fais ça. Et c'est vrai que Vous aviez un guide quand même malgré tout non, on a fait ça avec un chef d'expédition français, Bertrand Roche, Zeb, qui lui l'avait déjà fait, parce D'accord. lui il a déjà fait les Seven Summits et il est redescendu de chacun des sommets en parapente biplace avec sa femme de l'époque. Et donc lui, voilà, il connaissait le truc. Évidemment, alors t'as pas le droit d'être accompagné par un guide autre qu'un guide américain. Donc c'était D'accord. pas lui le chef d'expédition, c'était l'un d'entre nous. Et si tu veux, quand on est passé chez les Rangers, ils font une petite étude sur toi et on s'est dit, il va pas monter avec nous, parce qu'après tu fais le site internet, tu googles chacun et tu te rends compte que quoi. Donc il a pas le droit d'accompagner, il a pas le droit d'accompagner, sauf si tu prends un guide américain. Donc c'est quand même passé. Voilà, ça faisait longtemps qu'il l'avait fait. Et puis en plus, il était redescendu en parapente, ce qui était quand même juste pas autorisé. Donc il s'est dit, moi je suis grillé par les Américains. Mais bon, il n'y avait pas les bases de données, donc ils s'en sont pas souvenus. Donc voilà. Lui, voilà, après on a fait lecture de cartes, etc., etc. T'as un suivi d'itinéraire, de toute façon, pour monter à 4008. Donc voilà, tu fais la même approche que tout le monde, quoi. Et c'est vrai que quand on est arrivé au camp de base, on s'est installé à côté d'Américains et ils ont dû rester plus de 10 jours d'affilée au, euh, au camp de base parce qu'ils attendaient la fenêtre météo, quoi. Et comme il n'y a jamais eu de fenêtre météo idéale, alors que nous on a fait le sommet entre-temps, qu'ils ont considéré comme étant idéal, ils n'ont pas fait le sommet. Et moi, quand je suis redescendu, figure-toi, ça c'était assez rigolo, j'ai recroisé l'Américain avec qui j'étais à la pyramide de Cartens. Tiens, Ah ouais, c'est marrant incroyable. ta question. Et lui, tentait avec le Denali de finir les Seven Summits. C'était sa 3e tentative. Et à chaque Waouh, fois, ah ouais. il a échoué à cause de la météo. Voilà. Et pour te dire, nous, on a fait le sommet. Et le meilleur jour pour faire le sommet, c'était le lendemain, en fait, de notre sommet à nous. Quand on est au sommet, tu as des vents à 100 km/h, il fait -30. Donc tu as un col à passer avec un effet Venturi. On s'était dit, si on arrive à passer ce col, après on fait le sommet. On a réussi à passer le col et donc on a fait le sommet. Donc il faisait beau au sommet, mais tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Et quand on est redescendu, en fait, on a vu pas mal d'alpinistes monter. Et écoute, le vent s'était calmé et eux l'ont fait dans des meilleures conditions que nous. C'est-à-dire qu'il faisait aussi beau, mais pas de vent. Donc c'est assez aléatoire, effectivement, côté météo. Et après, il fait bien froid. Enfin, tu te réchauffes pas dans les camps de base comme tu pourrais te réchauffer dans d'autres camps de base, Ouais. quoi. Attends, mais du -35 avec du 100 km/h de vent en ressenti, ça doit être d'une violence extrême. Ah ouais, ouais, non, on n'était pas fiers, hein. Non, non, Sachant que non. j'ai ce chiffre en tête, je sais plus où j'avais lu ça, qu'à 120 km, un vent à 120 km/h, en fait, tu ne tiens pas debout. Moi, je suis tombé 2 fois là sur l'arête. Ah ouais, ok, Ouais, je suis d'accord. tombé 2 fois, tu vois. Alors, je suis tombé parce que j'y voyais pas très bien avec le masque, donc j'ai pas assuré mes appuis, c'est sûr. Et puis j'ai dû être un peu balancé par le vent aussi, hein. Donc non, non, c'était pas les meilleures conditions pour le faire, hein. Donc on s'est dit on tente, on avance, on verra bien. Pas eu de gelure ni rien, mais c'était pas les meilleures conditions. Après, c'est toujours la même chose, c'est que tu prends une décision à l'instant T avec les paramètres qui s'offrent à toi. Et après, tu peux juger de la pertinence de ta décision qu'a posteriori, hein. C'est aussi un Ouais. biais cognitif, c'est un biais dit rétrospectif, c'est-à-dire que tu juges que ta décision était bonne ou pas avec les informations que tu as dans les jours qui suivent. Mhm. Donc évidemment que quand on a vu les autres faire le lendemain, on s'est dit c'est le lendemain qu'il fallait le faire. Et puis après, on s'est regardé, on dit nous, on a tenté notre chance, on avait des paramètres de sécurité en tête, on n'a pas dépassé ces paramètres de sécurité, donc on peut être content. C'est-à-dire que Mhm. il l'aurait pas fait le lendemain, nous, on aurait été satisfait en disant c'était le jour pour le faire, quoi. Voilà. Donc Ouais. voilà. T'en as un qui est difficile aussi, c'est la Concagua, hein. La Concagua, moi, je l'ai réussi la 2e fois, hein. Je l'avais tenté une première fois, c'était en 2013, je crois.
On n'avait pas réussi. On était au dernier camp qui s'appelle Choléra. Et donc là, c'est la montagne qui était en colère, puisque là, il y avait des rafales à 140 km/h. Et là, effectivement, tu vois, c'est pour ça que je rebondis sur cette information, c'est que nous, il y avait une femme avec nous, et donc elle est sortie, elle s'est fait balayer 2 fois par une rafale, elle est tombée par terre, donc on s'est dit bon, on n'est peut-être pas plus fort que le vent, donc on va redescendre. Et ça m'a donné un enseignement. Si tu veux, j'avais prévu le projet sur 3 semaines, et donc très peu de temps finalement de réserve pour faire le sommet. Donc tu rentres extrêmement frustré parce que tu te dis, je suis acclimaté, je suis prêt à le faire, mais là il y a 5-6 jours de vent fort, donc on peut pas le faire. Donc tu dis là, c'est pas le bon truc. On serait resté une semaine de plus, on aurait pu tenter après parce que le vent se calmait, quoi. Donc moi, ça m'a amené après sur tous les projets à accentuer la marge de réserve pour te laisser le maximum de chance pour prendre en compte ces paramètres-là, quoi. Et bizarrement, quand on l'a fait 2 ans après, il y avait pas de vent, on est resté 1 heure au sommet. Il y avait pas de vent du tout, quoi. Et l'Argentin qui était avec nous dit, moi, ça fait 7 fois que je fais la Concagua, c'est la première fois qu'il n'y a pas de vent. Donc profitons-en, quoi. Profitons-en. Mais il est dur pour ces conditions-là, lui. Il est pas dur techniquement du tout, hein, mais il est sur un couloir aérien et t'as souvent du vent, quoi. Donc voilà pour les Seven Summit, Loïc. Excellent. Si ça te tente. Une dernière question sur ce gros pan de ta vie quand même. Comment est-ce que au fil des sommets, ta vision de l'alpinisme, de l'aventure a évolué? Elle a évolué, pour répondre à ta question, définitivement après avoir fait l'Explorer Grand Slam. C'est-à-dire que comme j'avais l'Explorer Grand Slam en tête, j'étais plutôt dans une logique de performance. Quand je te dis performance, c'est bien sûr, on respecte les conditions de sécurité, hein, parce que à nouveau, moi, je suis père de famille, j'ai un boulot, etc. Je suis amateur. Enfin, moi, j'ai rien à revendiquer, quoi, hein. Je suis pas sponsorisé par des marques de soda, pour pas les citer là, où il y a de la taurine et tout ce machin. Euh, donc mais c'était la performance, c'est faire remplir ce challenge. Aujourd'hui, je suis plutôt sur la logique de profiter de ces espaces et prendre conscience du niveau de privilège que j'ai de pouvoir en fait y être. Donc là, c'est après l'Explore Grand Slam en fait que ça a évolué. Ok. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, parce que tu vois, ça s'étale sur plusieurs années, c'est que tu as un engouement sur l'alpinisme. Tu as de plus en plus de monde dans les camps de base. Tu as des conditions de vie dans les camps de base que moi j'ai vu évoluer, hein. C'est-à-dire que avant on n'avait pas internet, on avait le téléphone satellite et puis tu passais un appel par semaine à ta famille et puis c'est tout. Aujourd'hui, t'as internet dans une tente et puis tu peux faire tes réseaux sociaux et tous tes trucs en même temps, quoi. Donc le rapport a évolué. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. C'est un rapport qui a évolué et qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je préfère aller sur les zones polaires qu'en montagne, même si j'ai encore plein d'autres projets montagne. Tu vois, c'est un endroit ou en tout cas un environnement qui a changé, hein, de par ce qu'on en a fait en fait en l'occurrence. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai vu ça dans la durée. J'étais content, hein, aussi, hein. C'est sûr qu'au début, quand tu dis je peux envoyer un petit message à ma petite famille, t'en profites aussi. Et puis après, voilà, c'est la dérive, les réseaux sociaux. Etc. Et donc tu te dis, on n'est pas dans un combat en train de s'acclimater, aller voir les autres expéditions, les autres pays, parler entre nous, partager nos doutes et tout ça. T'es tout seul avec ta communauté en fait en l'occurrence. Ça crée un isolement de chacun alors que t'as plus l'esprit entre guillemets de cordée. C'est à l'expédition, on est tous ensemble, voilà, on prend des décisions ensemble, on partage nos doutes, on s'entraide, etc., etc., quoi. Ça individualise un peu les projets. Et sans te dire que derrière il y en a qui racontent n'importe quoi entre tu vois vivre et puis ce qu'ils racontent. Quand tu lis après leur truc, tu dis ils ont écrit qu'ils allaient mourir à chaque instant alors que tu prenais le thé avec eux, que tout allait bien. Ça c'est aussi un aspect que j'ai découvert de l'aventure. Plus j'échange avec des aventuriers, plus j'entends des histoires comme ça où finalement tu te rends compte que peut-être que dans certains cas il y a aussi une approche très marketing où peut-être la réalité est décrite avec un filtre un peu différent. Ouais, moi je m'en rends compte, hein, tu vois, dans les échanges que j'ai, les conférences ou autres, t'as quand même une méconnaissance de ces milieux-là. Voilà, donc tu vas pas raconter n'importe quoi si t'es à Chamonix parce que t'es entouré d'alpinistes, etc. Mais si t'es dans une grande ville, que les gens ils connaissent pas, ou ils connaissent qu'à travers la montagne, où t'as un storytelling, pardon, à travers la télé où t'as du storytelling, etc. Bon, voilà, tu peux raconter ce que tu veux. Déjà, moi, je sais que
Quand je suis en conférence, que je pose la question à tout un chacun quelle est la différence entre le pôle Nord et le pôle Sud, je suis quand même assez effaré du niveau C'est de vrai? réponse en fait. Oui, 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 mais t'as une Ok. méconnaissance. Enfin, je veux dire, c'est pas quand je te dis ça, il y a aucun jugement. Je suis juste effaré par le fait que c'est pas c'est pas l'actualité de tous les jours, c'est pas des informations communes, donc c'est pas des sujets sur lesquels les gens se questionnent, tu vois, et approfondissent. Donc à part quelques initiés, enfin voilà, c'est pas donc je dis ça, c'est pas un jugement. Moi, il y a j'ai plein de zones d'ombre moi sur plein de sujets de la vie de tous les jours, et voilà quoi. Mais en tout cas, ça te prouve que tu peux raconter. Euh, voilà, tu peux enjoliver ton histoire et personne te dira ah ouais, enfin ah bon, c'est possible. Enfin voilà, c'est Hmm. Bon, c'est vrai qu'ils veulent en savoir plus sur le pôle Sud, en particulier l'épisode qui sortira à la suite de celui de Jérôme, c'est avec Claire Laine qui revient aussi sur le podcast, qui est une médecin, ouais. médecin en milieu extrême, qui est parti pour une très longue mission au pôle Sud. Donc, Elle est écoutez le restée prochain combien de épisode. temps? Elle est restée combien de temps, Loïc? Alors, c'est comme toi en fait. Elle est venue une première fois sur le podcast évoquer son parcours de vie en Ouais, général. ouais, Donc, on a parlé de plein de choses, mais entre autres du pôle Sud. En fait, la mission qu'elle avait faite, c'était une mission de logistique. ouais, Donc, elle est partie d'une des bases les plus proches de la côte et elle ouais. a eu, si je dis pas de bêtises, 24 jours de tracteur chenille Ah, ok, pour bah, le rejoindre pôle la base Sud. de destination. Ok, ouais, très bien. Voilà, donc avec toutes les péripéties, je crois qu'elle a mis 17 jours avant d'arriver au pôle Sud, enfin sur le continent, Ouais, 7 avions, enfin bon, c'était une ouais. expédition. Mais bon, voilà, donc c'était juste un petit teasing pour celles et ceux Non, qui mais nous c'est écoutent. très bien, très chouette. Et maintenant, ce que je te propose, Jérôme, parce que je regarde aussi le chrono, on a un peu moins de temps que prévu à cause de moi, donc encore désolé pour ça. Tout va bien, Mais Loïc. c'est qu'on passe sur la suite. Donc, Ouais. bah, tu l'as évoqué, ta vision de l'alpinisme, de l'aventure en général a quand même bien évolué après l'Explorer Grand Slam. Aujourd'hui, tu te consacres à peut-être une approche un peu moins orientée performance. Et là, tu travailles sur un projet au moment où on enregistre, donc en février 2025, un projet qui arrive dans quelques mois et qui s'annonce exceptionnel d'aventure et d'exploration. On verra, Loïc, on verra, on verra. En tout cas, au stade où on en est, puis t'as raison, on est en février, donc il me reste encore 2 mois. J'ai encore quelques doutes par rapport à ce projet. Euh, Ce projet, en fait, c'est faire la remontée du Groenland sur 1500 km en ski kite. Donc entre deux villes, hein, Kangerlussuaq et sortir à Qaanaaq. Qaanaaq étant au nord-ouest en fait du Groenland. Euh, En fait, ça combine deux choses. D'abord les zones polaires, hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini l'Explore Grand Slam, j'ai pu enchaîner sur d'autres projets en zone polaire. Euh, j'ai pu faire le passage du Nord-Ouest, hein, donc voilà, là, t'es au nord du Canada et c'était sur les traces d'Amundsen. Je voulais finir l'histoire avec Amundsen puisque j'ai pris la voie qu'il a utilisée, lui, pour aller au pôle Sud. Hein, j'étais vraiment dans les traces d'Amundsen. D'ailleurs, même sur mes skis de randonnée nordique, j'avais la tête d'Amundsen. Donc ça, c'était pour l'ancrage, tu vois, mental, pour me préparer en disant, il est passé par là, lui. Donc s'il a réussi, moi, quelques années après. Donc lui, il a fait le pôle Sud en 1911 et en 1906, euh, il a réussi à ouvrir le passage du Nord-Ouest. Et donc là, nous, alors, on l'a fait dans l'autre sens. Hein, lui, il est passé de l'est vers l'ouest. Hein, et nous, donc, notamment, il a hiberné avec son bateau dans une ville qui s'appelle Johaven, du nom d'ailleurs de son bateau. Et après, il a été à une autre ville inuite qui s'appelle Cambridge Bay. Donc nous, on l'a fait dans l'autre sens. Donc tu vois, ça, c'est 400 kilomètres en autonomie, donc avec un mix banquise et traversée d'îles. Donc ça m'a extrêmement plu, hein, parce que là, juste pour te caractériser le polaire, puisqu'on parlait de monde sur les montagnes, le polaire, tu vis un huis clos avec l'équipe avec laquelle tu es dans l'immensité. Tu vois, Loïc, c'est-à-dire qu'on est deux, on est trois, on est quatre, on est cinq, on a zéro barrière autour de nous, mais il y en a aucun qui va dire, bon, ben moi cet après-midi, ben, je passe par la gauche et puis on se retrouve ce soir. Tu vois, donc c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'on va rester tout le temps ensemble, tu as vraiment le fonctionnement d'interdépendance entre nous, mais pourtant, chacun pourrait partir où il veut. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis pendant la durée de tes projets, tu vois personne en fait. Hein. C'est-à-dire, sur les 20 jours, on a vu personne. On a été
presque effaré quand on est arrivé à Johaven, parce que là, t'as tous les Inuits avec leur motoneige, ils font un bruit, un raffut incroyable, ils ont même pas de casque, ils ont les enfants, ils sont même pas protégés derrière, ils sont en train de fumer sur leur motoneige. Tu dis, waouh, où j'arrive là, alors que pendant 20 jours, j'étais dans un calme absolu. Et donc, j'ai enchaîné aussi l'année dernière par la traversée sud-nord du Spitzberg. Donc, je sais pas si tu vois où c'est le Spitzberg, Ouais, c'est au nord de la absolument. Norvège. Et donc là, on a fait, que je te dise pas de bêtises, 608 kilomètres en 32 jours, avec plus de 7000 mètres de dénivelé. Donc tu vois, on parlait de performance, et je te dis, je suis plus dans la performance, mais je suis quand même capable de te dire les ratios. Parce que, en fait, il faut être précis. Tu es quand même dans la performance, c'est-à-dire que tu es lâché à un endroit, il faut quand même arriver à l'autre, et si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu déclenches les secours ou d'autres solutions. Mais ça m'importe moins. Tu vois, j'y mets moins Mhm. d'attachement que de dire, tu vois, on se serait arrêté un peu avant, et puis voilà, c'est des motoneiges qui seraient venus nous chercher. J'aurais pas eu la même frustration que si c'était, ben, je tente le Denali, et puis il faut le cocher pour faire l'expérience là, Ouais, tu vois. ouais. Voilà. Et donc, je dois t'avouer que j'anticipe ma retraite, Loïc, parce que j'ai quand même 52 ans aujourd'hui, et je me dis, waouh, des projets comme ça, marcher 32 jours, 10 heures par jour, de traîner 80 kilos, c'est chouette, mais bon, ça demande beaucoup de préparation, et puis c'est coûteux en énergie quand tu le fais, quoi. Hein. Sur 30 jours, tu perds 8 kilos, même si tu manges 7000 calories par jour, enfin, je veux dire, hein, tu dégustes. Hein. Et puis moi, j'ai le corps, il est moins élastique que ce qu'il pouvait être quand j'avais 30 ans, quoi. Et donc, je me suis dit, plutôt que d'utiliser la force de mes jambes, qu'est-ce qui pourrait m'aider, quoi? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Et bon, t'es pas sans savoir qu'effectivement, il y a cette nouvelle discipline qui est sortie depuis quelques années, le ski kite. Je crois que tu avais interrogé Mike Horn aussi, et lui, Ouais. il a fait la traversée du pôle Sud en ski kite. T'as Mathieu Torder aussi et Heidi Sevestre qui ont fait d'ailleurs le même projet que je serai sur leur trace donc, sur le Groenland, puisqu'ils l'ont fait l'année dernière, eux, cette traversée. Donc voilà, le ski kite sur les calottes polaires se développe. Tu peux en faire en montagne. Hein. J'ai fait une petite initiation, bien sûr, sur le col du Lautaret dans les Alpes. Mais vas-y, ok, on va tenter. Ouais, ça rejoint deux domaines, bah, le ski, le polaire, et puis après l'utilisation du vent. Je faisais de la voile quand j'étais jeune, et puis bah, tu vois, le projet mer-montagne avec Pierre Lejean, tu vois, ça m'a aussi ouvert l'idée de dire, tiens, on peut utiliser Mhm. d'autres forces que la force musculaire, en fait. Donc c'est la nouveauté pour moi. Trêve de plaisanterie hein, pour la retraite. Hein. C'est la nouveauté pour moi, c'est-à-dire que je rajoute un paramètre d'incertitude que j'avais pas jusque-là, qui est le vent. C'est-à-dire bah, le vent, s'il est trop fort, bah, on peut pas. S'il est trop faible, on peut pas. Hein. Donc c'est un peu la condition de réussite de notre projet, c'est déjà est-ce qu'il y aura le vent qu'il faut par rapport à nous. Euh, c'est pas un raisonnement que j'avais jusque-là. C'est-à-dire que nous, quand tu fais ça à pied, bah, tu te lèves, t'as des routines, hein, tu te lèves à 7 heures, boum, à 9 heures t'es prêt, et puis bah, tu fais ta journée. Et puis si le vent était contre toi, bah, plutôt que de faire 20 kilomètres, on aura fait 17, 15, et puis le lendemain, le vent va t'aider, et puis tu seras mieux, et puis etc., t'en feras 22, etc. Et tous les jours, tu joues ta chance, sauf si c'est la tempête, évidemment, quoi. Tandis que Mhm. là, s'il y a la tempête, bon, ben, on est à égalité entre à pied et en ski kite. S'il n'y a pas de vent, par contre, ça sert Ouais. à rien de marcher. Sérieux, hein, moi, ça va être dur pour moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, bah, tu te reposes. Parce Et qu'en ça, plus, j'imagine que le kite te permet aussi de partir avec plus de poids, je oui. suppose. Donc Alors là, déjà, pour le coup, t'es vraiment bloqué ouais, s'il n'y a pas de vent, quoi. déjà, T'as pas on d'autre alternative. aura quatre voiles. Donc, on va avoir une petite, hein, moi, j'en prends une de 5, après une de 8, de 11 et de 15 mètres carrés. Donc déjà, les voiles, bon, bah, tu t'es mis ça. Après, c'est des skis, non pas de randonnée nordique, mais plutôt des skis. Là, on va prendre des skis descente, tu vois, un peu longs et bien parallèles. Tu as des fixations plutôt lourdes. Enfin, tu cherches pas à gagner du poids. Hein, Mhm. voilà. Et si tu as une journée où il n'y a pas de vent, bah, tu vas marcher. Alors, admettons que tu gagnes 15 kilomètres, bon, t'es content, quoi. Mais en fait, 15 kilomètres, c'est ce que tu peux faire le lendemain, ça se trouve, en 1 heure et demie de kite. Donc, autant te reposer et peut-être attendre le coucher de soleil et kiter, parce que peut-être ça peut faire un effet thermique et kiter 2 heures à ce moment-là, tu vois. Donc, tu es vraiment à l'affût du vent, tu vois. Donc, ça m'intéresse, parce que ça, c'est un truc nouveau, en fait. Hein. On est à l'affût de la fenêtre météo, mais sur le polaire, t'es pas à l'affût de la météo, hein. Tu traces, sauf quand c'est la tempête. Donc voilà, la météo a pas la même influence. Tandis que là, voilà, tu auras ça. Et après, le deuxième élément d'incertitude, c'est mon niveau technique. Euh, on a vu, on sera en vente arrière. Hein, moi, j'ai vu ça avec la personne avec qui je pars. Hein, c'est Michael Charavin qui a déjà fait. Alors lui,
il a fait la plus grande distance sur le Groenland. Hein. Il a fait le tour, une circumnavigation, donc il a fait plus de 5000 kilomètres. Lui, hein, c'était en 2014, 2015, 2016, je sais plus. Hein, donc voilà, lui, il a un historique sur le Groenland qui fait que, après ça c'est mon approche aussi. Hein, moi j'essaie toujours d'avoir des gens qui ont un temps d'avance par rapport à moi, c'est-à-dire qui connaissent le milieu, hein, de façon à avoir une lecture différente d'uniquement une lecture d'expertise que je pourrais avoir. Donc voilà, écoute, on a déjà fait un petit stage là ensemble en Norvège début février. J'en refais un autre en avril. Hein, donc voilà, il m'aide à être à l'aise sur toutes les allures avec donc des conditions de vent différentes. Mais moi, je me pose la question parce que voilà, j'en sais rien. C'est est-ce que je serai suffisamment prêt en fait, en l'occurrence. Il y aura que la vérité du terrain qui nous le dira. On n'est jamais sûrement assez près sur toutes les expéditions. Ça a toujours été la question que je me suis posée. Mais voilà, je rajoute ce paramètre nouveau qui est la technique, hein, ce que j'avais pas. Et si tu te souviens, d'ailleurs, c'était un point qui m'avait interpellé quand on avait fait le podcast avec Pierre Legendre. Il parlait beaucoup de son bateau. Tu vois, l'élément technique était prépondérant, C'est alors vrai, que c'est moi, vrai. j'ai pas du tout parlé de mon piolet, de mes crampons Ouais. et de ma corde. Tu vois, enfin, c'est bien sûr que tu choisis le bon matériel et puis après tu fais avec. Enfin, je veux dire, pas dire waouh, j'ai le dernier piolet, machin, etc. On s'en fout, quoi. Alors que lui, enfin, c'est comme s'il faisait la course à deux quand il a fait sa Ouais. transat en solitaire. C'est lui et son bateau, quoi. Hein, et il faut qu'il ménage le bateau, etc. Quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que l'aspect technique en mer est quand même exactement. Ouais. Ouais. absolument essentiel. Ouais. Donc ouais, Ok. c'est un paramètre nouveau, ça me tente bien. Hein, donc moi je m'y prépare comme d'hab, tu vois, à fond. Mais voilà, j'ai un gros point d'interrogation sur la réussite évidemment de ce projet. Donc voilà, c'est ça qui le rend complètement excitant. Non pas que ce soit extrême, insurmontable, etc. C'est juste moi par rapport à ça. Ouais. Hein, voilà, c'est pas le truc qui a jamais été fait. Enfin, moi, je suis pas ce genre d'aventurier avec un niveau d'engagement, de prise de risque hein, au-delà de l'acceptable, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon niveau et mon expérience par rapport à ce challenge. Donc, Loïc, voilà, je suis plein de doutes. J'ai des ressources, bien sûr, par rapport à ça, mais bon, c'est comme toi les challenges que tu as fait. Hein, euh, tu pars avec plein de doutes, hein, et après, bah, tu déroules, hein, puis tu t'actives Mhm. tes points forts, et puis tu t'adaptes aux situations nouvelles, et puis bah, s'il faut renoncer, tu renonces, et puis si tu vas au bout, t'es super fier, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'ai en tête. Excellent. Ouais, et puis comme tu dis, je pense que, enfin, se lancer dans une aventure en ayant le sentiment qu'on est absolument parfaitement prêt, du coup, ça enlèverait peut-être un peu de charme à la chose, tu vois. Mm. C'est C'est même peut-être parce dangereux, que Loïc. justement il y a le doute que ça nous amène Ouais, à nous dépasser et que ça crée finalement des souvenirs incroyables. ouais. Et c'est dangereux de partir avec des Oui, aussi. certitudes, c'est Ouais. absolument dangereux. Moi, je te donne un exemple très concret. Bah, tu vois, avec Pierre Legendre, on avait fait le Mont Blanc. Donc moi, le Mont Blanc, c'est quand même un sommet que j'ai dû tenter. Alors, je sais plus si c'est 6 ou 7 fois. Je l'ai réussi 4 fois. Et Mhm. pourtant, je suis de plus en plus compétent. Mais à un moment donné, bah, les conditions sont pas là, et donc il faut renoncer. Tu vois, avec Pierre, on a eu la chance du débutant. Moi aussi, quand je l'avais fait la première fois, j'avais eu la chance du débutant. Pierre on a un excellent souvenir et peut-être il dit autour de lui, c'est facile. Et c'est ce que j'ai dit moi la première fois que j'avais fait le Mont Blanc. Voilà, bah écoute, je l'ai tenté en juin dernier. Pareil avec un débutant et on s'est arrêté au Dôme du Goûter, donc à 500 mètres du sommet, parce qu'on n'y voyait rien et il y avait du vent et donc bah, c'était plus prudent de redescendre. Et pour autant, bah tu vois, dans la cordée, Thibaut qui était avec moi, qui était débutant, il avait tout à fait le niveau pour monter jusqu'au sommet. Hein, et Mhm. bah, les conditions n'étaient pas là, bah tu rentres à la maison et puis c'est tout. Hein, donc si tu arrives à des certitudes en disant bah non, c'est bon, je connais le chemin, j'écoute pas les paramètres, tu te mets sacrément en danger. Ouais, Donc c'est ouais, pas ouais, gardons le doute en fait. Ouais, c'est plutôt entre guillemets salvateur sûrement. ouais. Mm. Excellent. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir suivre, enfin, est-ce que tu penses pouvoir communiquer à ton juste avant le départ, à ton retour, j'imagine pas pendant, je Alors suppose que. Ah ouais, tu vas y aller. ouais, Ah ouais, 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 excellent. ouais. Les traversées, alors depuis que moi je fais les traversées, là, à chaque fois je mets en place le site Live Explorer. Peut-être tu connais, là c'est Ouais. un gars qui est au Mans. Et donc bah, moi j'ai un- tout un tracker GPS sur moi. Et donc tu peux suivre l'avancée. Hein, et ensuite, alors moi j'aime bien. Alors je sais pas si je le ferai cette fois-ci, mais j'arrive à faire des posts en fait sur le Live Explorer. Hein, donc c'est pas du tout interactif, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui mettent des commentaires et tout.
mais c'est ma femme qui après m'envoie un petit SMS, donc justement par ce système-là de tracker, qui me dit tiens, t'as une question, est-ce que tu veux bien y répondre parce que j'ai pas le retour. En fait, quand j'envoie le post ou la photo, on est à 2 KO par seconde, si tu veux, en termes de débit. Et ça s'arrête dès que tu as un des 3 satellites qui passe derrière. Donc, voilà, pour envoyer... d'abord, les photos que tu envoies, elles sont à 100 KO, tu vois, elles sont réduites au maximum. Elles sont à peu près qualitatives. Ah, mais voilà, moi, pour faire ça, c'est 1 heure tous les soirs entre le texte. Ça va assez vite, mais il faut l'envoyer. Puis après, les photos. Donc oui, il y aura un suivi et je le mettrai sur les réseaux sociaux, l'adresse du Live Explorer. Moi, ça me plaît beaucoup. Parce que du coup, ça m'occupe, tu vois, sur le sens aussi, est-ce que je vais rechercher, est-ce que je peux partager, tu vois, de ce projet-là. Puis finalement, c'est un petit rendez-vous que j'ai avec moi-même, parce que j'en ai pas la portée, en fait, à l'instant précis, c'est après en discutant. Donc du coup, ouais, il y aura ce suivi sur le Live Explorer. Super, bah écoute, génial, on fera finalement comme avec le Vendée Globe, un peu de dot watching, tu vois, regarder le point qui bouge. Et s'il bouge pas, bouge sur la carte. Tu pourras me dire, bah alors, qu'est-ce qu'il faut? T'aurais pu quand même marcher, t'aurais gagné 10 km. 10 km sur 1500, c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça le prix. Sachant que je sais plus du coup si on en parlait quand j'avais commencé à enregistrer ou pas, mais ces 1500 km, tu prévois à peu près 25 jours, c'est ça? Voilà, c'est ça. On se dit 25 jours d'autonomie. Donc ça veut dire que tu peux... 25 jours d'autonomie, on va partir avec 5-6 000 calories par jour. Donc tu peux, voilà, si tu rationnes, etc., voilà, tu peux faire 26, 27, 28, quoi. Mais Okay, en fait, on a une sortie à mi-chemin. Tu vois, si ça se passe pas comme prévu en termes de vent et tout, on peut sortir sur une ville qui est à 800 km du point de départ. Après, en revanche, comme on est plutôt en logique de vente arrière, une fois qu'on a décidé de pas sortir sur cette ville-là, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Autrement, ça nous ferait remonter au vent, et remonter au vent avec le ski kite, c'est pas si simple en fait. C'est comme en voile, du reste, mais c'est pas si simple. Donc si c'est à 2 jours ou 3 jours et que tu fais un robot chemin, c'est rien. Mais si t'es à mi-parcours et tu te dis merde, il nous reste que 5 jours, il faut que tu files quand même, quoi. Ouais, donc c'est quand même bien engagé. Ouais. Oui. Je pense que oui. J'en sais rien, en fait, Loïc. J'en sais rien. J'espère pas trop, finalement. Mais, ouais. Écoute, en tout cas, super excitant. Hâte de suivre ça. Et puis, si t'es partant à ton retour, on pourra se faire un épisode débrief. Mais en tout cas, d'ici là, je te souhaite une excellente préparation. Et puis, je te dis un immense merci d'être revenu sur le podcast et de nous avoir partagé ton expérience de l'Explorer Grand Slam, et en particulier de ces 3 sommets qu'on a bien détaillés. C'était vraiment passionnant. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Loïc. Je te dis du coup à très bientôt. Ah ouais, à très bientôt. Salut. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet échange avec Jérôme jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, d'aller au bout, vous aussi, de l'Explorer Grand Slam. En tout cas, de vous lancer dans vos propres projets. N'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous. Et si vous appréciez Les Frappés, sachez que vous pouvez soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. C'est à partir de 1 € par mois et il n'y a pas vraiment d'engagement non plus si vous le souhaitez. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas et qui contribuent chaque mois à couvrir une partie des frais de fonctionnement du podcast. Merci encore à vous. Enfin, je remercie tous les auditeurs du podcast pour leur fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés!